Je vais vous faire une confidence. J'adore la publicité, mais la bonne. Et où trouve-t-on beaucoup de publicité ? Et évidemment en digital, mais aussi à la télé. Eh bien, fort heureusement, la télé, aujourd'hui, se digitalise. Ce qui veut dire que les annonceurs vont pouvoir mieux cibler leur publicité vis-à-vis des publics qui les intéressent. Alors, j'ai demandé à Damien Defoucault, qui est le fondateur d'Adchemix, un cabinet de conseil qui travaille justement avec des acteurs de la tech, des régies publicitaires, des marques, bref, un homme de data, sans être pour autant un geek, je vous rassure. Eh bien, j'ai demandé à Damien de nous expliquer cette fameuse digitalisation de la télé. Très concrètement, cela signifie que vous aurez enfin la pub qui vous intéresse, à l'instant T, en espérant qu'elle soit de qualité. Bref, je crois que c'est aujourd'hui le premier épisode en bientôt 5 ans de Décodeur de la com qui parle de tech sans être pénible. J'insiste sur ce point-là car j'ai une sainte horreur de la tech qui ne sert à rien. Et vous allez voir que Damien, justement, est un parfait vulgarisateur au meilleur sens du terme. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant d'Agence Maverick. La tech, je connais. Et justement, quand j'ai un invité d'aussi haute qualité que Damien, je vous laisse écouter et vous allez voir que, Dieu merci, notre vieux monde publicitaire qui s'essouffle un tout petit peu va pouvoir renaître de ses cendres. Très très bonne écoute en compagnie de Damien Defoucault, fondateur et dirigeant d'Adchemix. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Damien. Salut Laurent. Comment ça va ? Ça va très bien, je te remercie. Eh ben, moi aussi ça va bien, merci de me recevoir chez toi à Neuilly. La classe. Sois le bienvenu. Je te remercie sur une des plus belles avenues de Neuilly. Bon, vous avez compris où c'est, merci, au revoir. On n'en dira pas plus. Alors, Damien, nous avons une amie commune, Madame Christelle Defoucault. On va d'emblée saluer Madame Christelle. Absolument. Bonjour Christelle, si tu nous entends. Voilà, salut Christelle. Et au plaisir de te revoir. Normalement, je dois la voir jeudi, si tout se passe bien. Mais bon, bref, nous ne sommes pas là pour parler de Madame Emploi, la trouveuse d'emploi, la maman des chercheurs et des trouveurs d'emploi. Christelle Defoucault, on est là pour parler de toi. Donc, Damien, est-ce que tu peux te présenter ? Parce qu'on va parler d'un sujet qu'on n'a jamais abordé dans le décodeur de la communication, à savoir l'achat d'espace, tout ce qui est digitalisation de ce métier. Alors, c'est l'achat média pour les plus jeunes. Bref, je me tais, je te laisse te présenter à nos auditrices et auditeurs. Il y a beaucoup à dire sur la digitalisation de ce marché. Alors, Damien Defoucault, moi j'ai passé un petit peu plus de 20 ans dans l'univers des études et de la technologie publicitaire. En 2 mots, j'ai passé quelques années chez Affimétrie, c'est un organisme qui mesure l'audience de la publicité extérieure. Affi comme affichage. J'ai passé également une 12aine d'années chez Kantar où j'ai dirigé une petite filiale qui faisait des outils de media planning et puis j'ai assuré le business développement de la tech et du digital dans toute l'Europe. J'ai rejoint ensuite une start-up qui s'appelle AdWanted, qui est un confrère d'ailleurs parce que qui a une activité éditoriale. C'est la newsletter des médias la plus lue, qui s'appelle The Media Leader. J'ai rejoint ensuite récemment l'UDECAM, l'Union des entreprises de conseil d'achat média. L'UDECAM, c'est un peu la fédération des agences médias. Et j'ai fondé un cabinet conseil qui s'appelle Adchemix il y a une petite année. Voilà. Exactement, donc félicitations au bébé qui vient d'avoir 1 an. C'est ça. Et bravo pour cette nouvelle aventure. Alors, l'achat d'espace, comme on l'appelait auparavant, l'achat média aujourd'hui, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus connu. Quand on discutait hors antenne, tu me disais que finalement, dans un budget de communication et de publicité et marketing, c'est quasiment 90%. Absolument. Et c'est normal. Mais oui. La publicité est une industrie qui pèse peu ou prou 1000 milliards de dollars, grosso modo. Hein, c'est le poids de l'industrie publicitaire. Et dans ces 1000 milliards, oui, 90%, c'est de l'espace publicitaire. Or, le grand public ne connaît de cette industrie que le métier le plus, le plus séduisant, hein, celui de créatif. Alors qu'en fait, c'est des secondes à la télé, c'est des pixels sur le digital, c'est très consommateur d'études, de data, de technologie. C'est tout ça qui pèse ensemble 1000 milliards de dollars. Et ça l'a toujours été, ce métier d'achat d'espace. On avait auparavant le fameux GRP. Absolument. Je vois que tu es bien renseigné. Growth Rating Point, c'est un vocable qui a été emprunté à nos amis les financiers. Le point de GRP, grosso modo, si je voulais définir le GRP, c'est la quantité de contacts délivrés pour 100 personnes
de ma cible. Voilà, c'est ça qu'est le GRP. Donc c'est extrêmement simple, c'était utilisé en télé, si je ne dis pas de bêtises. Absolument, télé, radio, beaucoup, et même en presse et en publicité extérieure également. Ok, très bien. Et puis un jour, Internet est arrivé, la digitalisation de ce métier était totalement inexorable et inéluctable. Et là, on a autre chose, c'est plus nécessairement le GRP, c'est... Le CPM, le coût pour 1000, mais tout ça c'est un petit peu la même chose. Exactement. Sauf que alors, il y a une certaine analogie entre les concepts du digital et les concepts des médias offline. Le CPM, c'est le coût pour 1000. Et dans le coût pour 1000, il y a l'idée à la fois d'une audience et puis l'idée d'une performance, puisqu'il est associé une notion de coût. Le coût pour 1000 est en fait assez comparable au coût au GRP, mais je ne vais pas rentrer dans les querelles d'experts. C'est tout à ton honneur. Donc voilà, donc le GRP, oui, c'était un petit peu la base, j'allais dire, c'est l'unité du système métrique de la mesure d'audience. Et la mesure d'audience, elle est très structurante de l'espace publicitaire, puisque indirectement, c'est celle qui en fait le coût. Que tu parles de coût au GRP ou de CPM, c'est ça véritablement qui structure la valeur de ton offre publicitaire quand tu la vends, ou la valeur de ce que tu achètes. Parce qu'effectivement, le marché de l'achat d'espace est un marché qui est extrêmement structuré, et au sein duquel se trouvent plusieurs catégories d'acteurs. Pour schématiser, il y a 4 catégories. Il y a les marques, les annonceurs, donc les Nestlé, les L'Oréal, les Lancôme ou les Peugeot. Il y a leurs agences médias. Donc l'agence média, c'est une cousine germaine de l'agence de pub, mais elle est spécialisée dans cette activité qui est l'achat d'espace publicitaire. Et tu as de l'autre côté de ce marché, les médias eux-mêmes et leur régie publicitaire. Pourquoi ce marché est intermédié comme ça ? Parce que les médias ont une activité éditoriale ou servicielle, s'agissant de la publicité d'ailleurs, mais une activité éditoriale qui fait pas bon ménage avec une activité mercantile, parce qu'il faut manifester une certaine neutralité. Et donc, la régie publicitaire, elle n'a comme rôle exclusif que de vendre l'espace publicitaire au sein de cet environnement éditorial ou serviciel. Et puis la raison pour laquelle les annonceurs ont besoin d'une agence pour acheter leur espace publicitaire, c'est que c'est un métier qui est assez complexe en définitive. Tu parlais de GRP tout à l'heure. Le GRP est construit sur des méthodologies de mesure d'audience qui sont relativement complexes. Et donc on a ces 4 acteurs. Donc en d'autres termes, l'agence média et le mandataire. En France d'ailleurs, c'est un terme très juridique et très précisément défini. Donc l'agence média est le mandataire de la marque de l'annonceur. Et la régie publicitaire vend pour le compte du média. Donc on a ces 4 acteurs sur ce marché-là. Alors pour faire simple, pour celles et ceux qui ne comprennent pas le mandataire et ce côté un peu juridique et assez pénible administratif de notre beau pays, le mandataire c'est celui qui achète l'espace pour son client tout simplement. Donc ça va être Zenith Optimédia, je ne sais pas s'ils existent encore. Absolument, Zenith Optimédia existe toujours. Voilà, félicitations. À Zenith, c'est le groupe Publicis, c'est ça ? Alors Zenith c'est le groupe Publicis, tu as aussi Havas, tu as Omnicom, tu as Interpublic, tu en as beaucoup. Voilà, donc tous les grands groupes de communication ont évidemment leur vaisseau amiral en achat d'espace. Absolument. En achat média. Et donc, ils achètent pour les grandes marques que tu as citées, des L'Oréal, des Nestlé, des Orange, etc. Ils achètent l'espace pour eux. Ils ont l'habitude, ils vont négocier éventuellement des tarifs en fonction de ce qu'on va acheter, le volume. Ça, c'est assez basique, c'est tout simplement du commerce, on est d'accord, Damien ? C'est du commerce. Parfois, c'est même des contrats d'un peu plus long terme. C'est des contrats d'engagement sur plusieurs années qui impliquent une certaine fidélité de la marque vis-à-vis de son agence média. Mais ça, c'est pareil, c'est un autre sujet. Mais oui, effectivement, ce sont pour la plupart du temps des contrats qui sont également encadrés par un suivi de ce qu'on appelle la productivité. Et la productivité, c'est le suivi très précis du coût au GRP. Les annonceurs ont à cœur qu'il n'y ait pas d'inflation. Or, quand il y a de l'inflation dans la vie économique, parfois les médias n'ont pas d'autre choix que d'augmenter leurs tarifs. Bon, le rôle de l'agence média, c'est de juguler ces augmentations quand elles surviennent. Et puis, c'est de négocier, bien sûr. Et au-delà de la négociation, du côté commercial, il y a aussi le côté conseil, parce que on est perdu dans toute cette jungle des médias qui existent. C'est compliqué. C'est compliqué. Figure-toi que une même agence média, quand elle travaillait pour une marque il y a une 30aine d'années, alors il y avait une presse qui était pléthorique. La presse était il y a longtemps de loin le premier média, quotidienne, nationale, régionale, presse magazine, hebdomadaire, mensuelle. Il y avait 3 puis 6 chaînes de télévision et puis un certain nombre de radios. Et il y a maintenant des sites web, en veux-tu, en voilà, des applications. Il y a des budgets publicitaires qui sont consacrés à l'optimisation du search, puisque le search est un levier de communication qui capte près de la moitié des investissements publicitaires. Tu as le social, tu as le mobile, la télé elle-même est en train de se digitaliser, la radio s'est aussi digitalisée, les podcasts comme celui que tu animes sont peut-être financés par la publicité. En fait, c'est devenu d'une complexité très rare. Et on a observé ces 30 dernières années
des grands mouvements, des mouvements massifs de transfert des audiences, à la faveur notamment de l'apparition de ces nouvelles plateformes et à la faveur également de l'évolution démographique, puisque, je vais enfoncer une porte ouverte, nos enfants n'ont pas du tout les mêmes comportements de consommation média que nous. Par exemple, ils regardent beaucoup moins la télé, semblerait-il. Exactement. Et ils regardent plutôt YouTube, où ils vont regarder surtout leur téléphone. Absolument. Bon, vous avez compris, chers auditrices, auditeurs, que Damien et moi, on n'est pas nécessairement des perdreaux de l'année. On a connu, en effet, toute cette presse pléthorique, beaucoup moins de chaînes télévision, et puis il n'y avait pas tant de radios que ça. Alors, aujourd'hui, les radios, l'espace radio est relativement similaire. J'imagine, il n'a pas énormément évolué. Il n'a pas énormément évolué, mais l'audio s'est digitalisé de plusieurs façons. Déjà, les fameux podcasts qui existent depuis la nuit des temps. Les premiers podcasts sont apparus il y a une vingtaine d'années, mais il y a eu un regain d'intérêt il y a, on va dire, 4-5 ans. Covid. Covid, exactement. Et donc ça, c'est une partie de l'audio digital seulement. On peut consommer la radio. Alors, puis dans les podcasts, on pourrait sous-segmenter. Il y a les podcasts natifs qui permettent d'écouter la radio en différé. Il y a des podcasts de marque. Il y a des podcasts. Il y a les programmes des stations de radio en live qui sont podcastés. La bande FM elle-même s'est digitalisée. C'est-à-dire que le signal s'est digitalisé. Et donc la fameuse norme de la radio numérique, elle va permettre sur la même gamme de fréquences, même gamme de fréquences, c'est-à-dire entre 97 et je sais plus très 104, bien 108 ou 115 MHz. Au lieu d'avoir une trentaine de stations comme c'est le cas en Île-de-France, ça va pouvoir en contenir 9 fois plus, puisque le signal se digitalisant, ça multiplie l'espace. La bande passante par 9. Bon, c'est tout ça qui est à l'œuvre dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler la digitalisation des médias, et l'audio n'y échappe pas, évidemment. Donc en effet, j'ai pris l'exemple volontairement de la radio, puisque c'est de prime abord ce qui ressemble de prime abord le plus au podcast. Je dis bien encore une fois de prime abord, et merci en tout cas d'avoir fait tous ces distinguos pour l'audio digital, parce que je crois que c'est la première fois que quelqu'un en parle de manière aussi concise et aussi simple pour que tout le monde comprenne bien. Mais en fait, vous avez compris que tous les médias évidemment ont bougé, puisque nous sommes au 21e siècle, et puis j'imagine qu'avec l'intelligence artificielle, ça va encore plus faire bouger les lignes. Mais justement, dans les achats médias, dans tout ce qui est autour justement des budgets publicitaires et de communication, il y a de plus en plus de tech, et alors c'est ton dada, Damien. Toi, oui. Tu aimes ça, tu aimes mesurer toutes ces choses-là. Explique-nous un petit peu alors la forme que tout ça est en train de prendre en 2025 et plus. Grosso modo, je vais segmenter un peu par métier, ça on va pas y échapper. Il y a des outils qui existent depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire qui sont pas venus nécessairement avec le digital, mais qui sont nés un petit peu avant avec l'arrivée de la micro-informatique. Des outils de média planning qui ont permis d'individualiser en quelque sorte le traitement de l'audience. Autrefois, j'étais pas né, ou plutôt j'étais encore au lycée, mais il y avait ce qu'il était convenu d'appeler des grands centres serveurs en plusieurs points dans Paris. C'était des mini-ordinateurs qui faisaient le volume d'une pièce, et les agences médias faisaient la queue pour aller chercher les calculs qui étaient faits par ce midi-ordinateur sur du papier perforé. Bon, j'ai même pas les détails, je suis pas le mieux placé pour en parler, mais la micro-informatique a permis d'individualiser ce calcul, a permis d'embarquer les bases de données sur les disques durs des micro-ordinateurs qui commençaient à équiper les agences médias. Le métier même, si tu me permets d'ouvrir cette parenthèse, le métier même d'agence média a été inventé par les Français. Les Français qui avaient inventé dans les années 50 ce qu'on appelle la grande distribution. La grande distribution, c'est quoi ? C'est pas un modèle commercial, c'est un modèle financier. C'est-à-dire que je vide le tiroir caisse tous les soirs auprès de ma banque et je paye mes fournisseurs Kellogg's ou Coca-Cola ou Nestlé à 2, 3, 4 mois. Voilà. Donc je marche très peu, mais je fais fructifier mon chiffre d'affaires quotidien. Bon, c'est ça la grande distribution, peu ou prou. Et il y a des petits malins, je le dis vraiment dans le bon sens du terme, qui dans les années 80 se sont spécialisés sur cette activité-là. C'est-à-dire qu'on les a appelés des centrales d'achat, mais vraiment par analogie avec les centrales d'achat qui travaillent pour les enseignes de la grande distribution. En gros, dans les années 80, elles achetaient en gros, elles vendaient au détail. Bon. Et puis, ça a donné lieu à certains excès. Elles exerçaient cette activité dans une relative opacité, et c'est là qu'est arrivée la loi Sapin, qui a permis de jeter la lumière et qui a fait indirectement évoluer le modèle économique de la centrale d'achat, qui est devenue une agence média. On ne dit plus centrale d'achat, on dit agence média, parce que les agences médias, comme tu le disais tout à l'heure, non seulement exercent l'activité d'achat d'espace pour le compte de marques dont en France elles sont mandataires, mais en plus elles permettent aussi de développer une stratégie média qui est devenue cruciale dans une espèce d'environnement média qui est foisonnant, avec des nouveaux tous les ans, pour ainsi dire. Voilà. Donc ce qui veut dire un peu moins de finances,
Alors, sachez-le, Oui. ce à quoi tu fais référence, au tout début des années 90, je crois que c'est 91, c'est la loi Sapin. Tout à fait. Michel Sapin, qui est encore vivant, qui était ministre et Absolument. qui, à l'époque, décide de justement de passer un coup de chiffon sur toutes ces pratiques très, 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 très occultes. Et je rappelle que quand j'ai commencé chez Publicis en 99, il y avait néanmoins un seul marché qui n'était pas Sapin, c'était celui de l'achat d'espace en annonce presse de recrutement. Mon Dieu, on s'est gavé à l'époque, mon Dieu. Bon, bref, ça c'est une parenthèse très personnelle, mais comprenez bien que c'est aussi ça qui a donné ces lettres de noblesse et plus de conseils. Donc moins finalement jouer les épiciers et plus jouer le conseil, c'est ça que tu veux dire? Absolument, absolument. C'est vraiment un métier. Le métier de conseil média est apparu à la faveur de la nécessité de faire évoluer ce modèle économique et également d'un panorama média qui est devenu d'une richesse et d'une complexité invraisemblable. Et c'est là où la tech joue tout son rôle. L'enjeu de la publicité, c'est d'individualiser le message publicitaire massivement. Et paradoxalement, le digital permet ça. Mais c'est exactement ça, c'est que le grand fantasme au début des années 2000, rappelle-toi, c'était qu'on se disait ça y est, je vais pouvoir communiquer avec la personne qui fait ci, qui fait ça. Rappelle-toi des multimanias et toutes ces choses-là. Absolument. Avec Michel, je ne sais plus comment, quel était le nom du patron, et qui disait ça y est, moi j'ai enfin trouvé la manière de communiquer auprès de telle personne qui aime tel truc. Genre j'ai trouvé la manière de communiquer auprès des amateurs de lancer de nains dans le 91 ou le 92. Alors oui, ce à quoi tu fais allusion, c'est l'apparition de la big data. La big data, c'est quoi? Si on essaie de démystifier, c'est la faculté pour ces médias, dès lors qu'ils sont devenus digitaux, d'assurer la traçabilité de la diffusion du message et donc, d'une certaine façon, la traçabilité des audiences aussi, puisque moi-même, quand j'utilise un navigateur sur l'écran de mon ordinateur et puis aujourd'hui un mobile, au travers des différentes applis ou des sites web que je visite, c'est la faculté, grâce à un procédé tout simple, qui est le fameux cookie qui est stocké dans le navigateur, de pouvoir, si j'ai la faculté, moi, éditeur, d'utiliser les cookies tiers, c'est-à-dire les cookies de mes confrères, d'autres éditeurs, et ben d'assurer la traçabilité des audiences, c'est-à-dire de savoir que Laurent, par exemple, est passé du site web du Monde à celui du Figaro. Bon, c'est ça. Alors, il y a eu un cadre réglementaire qui s'est installé en Europe qui a d'abord restreint et puis ensuite interdit l'utilisation des cookies tiers. Alors, je précise, pas l'utilisation des cookies, mais l'utilisation des cookies tiers. Les cookies, grosso modo, c'est de l'information qui est stockée dans le navigateur pour faciliter, pour rendre plus ergonomique la navigation. Le cookie, notamment, mémorise un certain nombre d'informations sur les sites web que tu as visités, de telle sorte que lorsque tu les revisites, la page s'installe beaucoup plus vite à l'écran. Il n'y a pas que le cookie, d'ailleurs, pour assurer la traçabilité, puisqu'on peut identifier un internaute en fonction d'un certain nombre de caractéristiques, c'est-à-dire, comme les éditeurs de contenu sont obligés d'avoir ces informations pour afficher correctement les messages à la fois éditoriaux et publicitaires qu'ils diffusent, eh bien, à la volée, ils collectent l'OS sur lequel tu navigues quand tu es sur un ordinateur, la nature du navigateur, sa version, le nombre de pixels de l'écran, etc., etc. S'ils ne faisaient pas ça, la pub et le contenu, a fortiori, ça s'afficherait très mal sur ton écran. Donc, à la volée, ces éditeurs sont capables de capter un certain nombre d'informations. Et c'est ça qui leur permet d'assurer des capacités de ciblage qui sont alternatives à l'exploitation du cookie tiers. Mais le ciblage, ce qui est génial, c'est que, comme d'une certaine façon, les éditeurs du digital sont grosso modo capables de reconstituer ton comportement de consommation digitale, mais ça apporte des critères qui sont extrêmement pertinents en matière de ciblage. Si Darty sait que tu as fait une recherche sur Google pour acheter un congélateur et que dans la foulée, tu visites le site web, je dis n'importe quoi, de Télérama, précisément sur lequel Darty est annonceur, t'imagines la puissance. Bon. C'est tout l'enjeu du digital, c'est que c'est un média qui est extrêmement facilement mesurable. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est bien mesuré, mais en tout cas, tout devient mesurable en digital. Alors ça peut nourrir évidemment des discours publiphobes, mais si c'est utilisé de façon vertueuse, tout le monde s'y retrouve. Et effectivement, ça permet aux marques de bénéficier de critères de ciblage qui ne sont pas seulement que socio-démographiques, mais qui peuvent être aussi comportementaux. Et c'est ça tout l'intérêt. Alors, on est d'accord que c'est tout à fait ça l'intérêt de la chose. Et finalement, pour nous qui sommes des communicants, des publicitaires, des marketeurs, appelle ça comme tu l'entends, ben en fait, l'objectif, c'est d'avoir le moins de fuites possible, à savoir où va quoi et qui voit quoi, normalement.
Je dis bien normalement. Normalement. On est bien d'accord parce que tu l'as dit toi-même. C'est pas nécessairement tout qui est bien mesuré. Donc, on peut mesurer tout, mais tout n'est pas bien mesuré. C'est là le paradoxe. Mais justement, ça développe aussi, tu viens de le dire, des réflexes très publiphobes. À savoir, la pub ennuie tout le monde, pour ne pas dire autre chose. En tout cas, aujourd'hui, les jeunes générations, j'ai l'impression, ils sont finalement relativement réfractaires. Quoique, tu sais, c'est toujours pareil. Est-ce que ça, c'est pas le vrai problème de tous les gens comme toi qui sont passionnés par les médias et la traçabilité et pouvoir mettre en face la publicité qui peut forcément coller à la personne? Alors ça, c'est un vrai souci. Parce que comme nos comportements sont de plus en plus digitaux, pour un oui, pour un non, on cherche un tuto sur YouTube ou on cherche un conseil sur tel produit sur les réseaux sociaux, on consomme de plus en plus de digital. Et donc, ça nourrit le sentiment selon lequel on est de plus en plus soumis à des messages publicitaires. Le paradoxe, c'est que ceux qui s'en sont fait un cheval de bataille, c'est-à-dire ceux de notre génération, ou plutôt de la génération qui nous suit, qui militent dans les mouvements publiphobes, ne se rendent peut-être pas compte qu'ils militent sur des réseaux sociaux où ils voient probablement plus de messages publicitaires que ceux qu'ils voient dans la rue. Donc il faudrait peut-être aussi un petit peu rétablir les choses. Quand je vous parlais de la publicité extérieure, par exemple, qui est un média serviciel, il abrite des voyageurs. La société JCDecaux qui a inventé le mobilier urbain, ou plutôt qui a fait du mobilier urbain un support publicitaire. Attends, tu peux le dire, Monsieur Decaux a inventé le mobilier urbain et c'est grâce à lui, un homme qui est absolument incroyable. Donc allez, c'est surtout grâce à Jean-Claude Decaux que les voyageurs sont abrités de façon gratuite. Exactement. Parce qu'en fait, là, on met le doigt sur le modèle économique. S'il n'y avait pas de publicité sur les abribus, les impôts locaux seraient probablement beaucoup plus importants que ce qu'on paye aujourd'hui. Donc, en fait, tout est question d'acceptabilité et d'équilibre. Il faut que les consommateurs ou les citoyens que nous sommes comprennent que on a accès à du contenu de divertissement ou d'information de façon gracieuse et que, indirectement, on souscrit à un contrat tacite qui est celui de la gratuité de ce contenu. La contrepartie, c'est qu'on voit de la publicité. Mais t'es d'accord avec moi, Damien, que absolument rien n'est gratuit en ce bas monde. Non, exactement. Et tu viens de le dire, Decaux invente le mobilier urbain, les fameux abribus, on va prendre ça parce que tout le monde prend le bus. Et en effet, oui, le principe, c'est qu'il te construit un abri et il vend la publicité que tu vas voir. Et maintenant, il rémunère la collectivité locale. Donc, il contribue à limiter ou à faire baisser les impôts locaux. Alors, justement, intéressant ce que tu me dis là. Je ne le savais pas et je te remercie pour cette parenthèse. Quand je vois qu'il y a certaines villes qui sont en train de zapper leur 4x3 parce que c'est moche, je trouve ça, pardonne-moi l'expression par avance, une connerie monumentale. Alors, je ne vais pas rentrer dans cette... je ne peux pas rentrer dans cette polémique, mais tu as compris que je n'étais pas arrangé dans le rang des publiphobes. Moi, j'aime bien la pub, quand c'est une bonne pub. Quand elle prend pas, c'est pour son public, pour des imbéciles. Quand elle me distrait, j'adore la pub. Mais effectivement, pour avoir travaillé dans cette industrie il y a quelques années, déjà au début des années 2000, on disait que les sociétés d'affichage avaient démonté plus de 100 000 faces en France en 10 ans, pendant la décennie des années 90. 100 000 faces avaient été démontées, c'est juste énorme. Donc il y a eu une grande autodiscipline. Il y a eu des règlements locaux de publicité qui sont devenus extrêmement restreignants, contraignants même. Et malgré ça, c'est un média qui est un vrai modèle français. Le numéro 1 mondial de la publicité extérieure, c'est JCDecaux, qui est présent dans plus de 80 pays, je crois. Mais en fait, ce qu'il faut que les publiphobes comprennent, c'est que la contrepartie de l'utilisation de ce service ou de la gratuité du contenu, c'est la publicité. Et je suis désolé, mais ceux qui militent sur les réseaux sociaux et grand bien leur face, c'est un service qu'ils utilisent de façon gracieuse. On est bien d'accord, regarde. Est-ce qu'aujourd'hui, YouTube, par exemple, que je consomme énormément, qui est même le média en ligne que je consomme le plus, est-ce que tu connais la part des gens qui achètent des comptes pour être sans publicité? Ça rapporte beaucoup dans leur CA ou pas du tout? Je crois que c'est extrêmement marginal. Je n'ai pas ce chiffre, mais il est très facile à trouver. Mais c'est extrêmement marginal. Prenons l'exemple de Netflix qui a fait le chemin contraire. Le seul modèle de Netflix, c'était un modèle de souscription, SVOD, Subscription Video On Demand. Netflix a fini par développer un modèle hybride, HVOD. Alors on adore les acronymes en pub. Donc Hybrid Video On Demand. C'est-à-dire qu'avec Netflix, tu as le choix entre payer, genre je ne sais plus combien je paye moi, 14,99 € ou seulement 8,99 €, mais à ce moment-là, tu as de la publicité.
Et d'ailleurs, je crois savoir que Netflix a fait un travail de premiumisation de sa publicité. Donc, ils aiment savoir quelles créations ils mettent en ligne avant que tu joues ton film sur leur plateforme. Je crois savoir que les utilisateurs de Netflix en version pubée, j'aime pas du tout ce néologisme, mais on va dire en version hybride, ce sont des publicités de qualité. Mais encore une fois, le contrat est clair, il est extrêmement clair. Je veux regarder un contenu de qualité à la demande. La contrepartie, c'est que il faut que j'ingère 1 ou 2 ou 3 spots de publicité, et les gens sont très, très contents de ça. Tu parlais à l'instant même de Netflix et justement, c'est l'occasion rêvée de parler de la digitalisation de la télé. Parce que je sais que c'est un de tes chevaux de bataille et que, à mon sens, la télé, en tout cas la publicité à la télé va devenir beaucoup plus intéressante et est déjà, tu vois, j'en bafouille, c'est l'émotion, déjà beaucoup plus intéressante parce qu'on peut nettement mieux cibler, mieux savoir à qui on a affaire. Bref, de la data, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, Damien ? Alors, bien volontiers. Je vais faire un tout petit peu d'histoire, mais elle va être très courte. On croyait qu'on avait déjà digitalisé la télé. C'est-à-dire que on a vu apparaître la numérisation du signal. C'est ce qu'on a appelé la TNT, et puis l'extinction du signal analogique il y a une douzaine d'années, en 2011, je crois. On est tous passés, avant de remplacer son écran, on a eu un petit décodeur pour pouvoir... Bon. Donc c'est la digitalisation du signal. Et puis il y a eu l'apparition, la bande passante aidant, des plateformes de replay. Donc on pouvait consommer le contenu du live, donc du programme qui passe à la télévision, de façon différée dans le temps. Et on se disait la télé est digitalisée, mais pas du tout en fait, c'est maintenant que ça se passe. C'est-à-dire que ce qui est à l'œuvre maintenant, c'est tout l'écosystème qui fait fonctionner la télévision et qui permet son financement. On parlait du modèle publicitaire il y a 30 secondes. Bon, eh bien, on a compris maintenant que sans publicité, la télévision n'existerait pas, ou bien alors, comme en Corée du Nord, c'est-à-dire 1 ou 2 chaînes de télé sans pub. Bon. Donc la publicité est nécessaire au fonctionnement de la télévision et on voit apparaître sur le marché de la télévision un certain nombre d'outils, de technologies et notamment les ad serveurs qui arrivent en télévision. Comment ça se passe ? Le signal, je disais, est déjà digitalisé. On a vu apparaître un certain nombre de plateformes de VOD, quel que soit le modèle, SVOD, AVOD, tout ce qu'on veut. Bon, pour ne pas les noter, pour pas les nommer, on va dire Netflix, on va dire Amazon Prime, et puis il faut que j'en cite un troisième, donc DAZN pour le sport, par exemple. Mais pourquoi TF1 a créé TF1+, pourquoi M6 a créé M6+, et pourquoi France Télévisions a créé France.tv ? Tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte que ils exerçaient la plupart des métiers de la création de contenu, pas seulement celui de diffuseur, mais ils ont tous développé des activités de production audiovisuelle. Et donc, en fait, ils sont devenus les gestionnaires d'un catalogue qui est devenu très important. Si on veut quelques éléments de comparaison, alors je prends des gants parce que je suis pas sûr de ne pas dire de bêtises, mais TF1+ s'est lancé en France avec 15 000 heures de programme et je pense qu'aujourd'hui ils en ont près de 40 000 ou 50 000, alors que Netflix n'en avait pas autant. Donc en fait il y a une espèce de convergence qui est à l'œuvre. On va voir que les modes de consommation de la télé vont être de plus en plus asynchrones. Je veux consommer avant diffusion, pendant, après. Alors certes il y a certains types de contenus qui vont demeurer, le sport lui-même, et le live, l'information aussi, c'est très important. Mais ce qui est très intéressant, c'est que d'une part, on voit toutes les chaînes de télé qui ont créé d'abord dans un premier temps leur plateforme de replay, puis de plus en plus, ils ont adopté les codes graphiques et techniques d'un Netflix. Le fond noir, la mire quand j'arrive sur la homepage, d'ailleurs, il y a un peu de publicité, et puis des outils pour trier dans le catalogue qui est devenu d'une profondeur insondable. Donc tout ça se ressemble un peu plus. Donc les acteurs du live qui développent des offres de vidéos on demand. Et puis également, quelques expérimentations qui, à mon avis, vont devenir plus nombreuses par les plateformes de live. J'en veux pour preuve Amazon qui, depuis 2 ans, diffuse du live à l'occasion de Roland-Garros. Netflix aussi qui a fait quelques expérimentations de live. Donc en fait, on voit que tout s'interpénètre et tout converge. Mais ça s'est fait grâce à la technologie, grâce à l'apport de la bande passante, grâce au fait que la France est d'un des pays les mieux lotis au monde. On parle de suppression totale de la Wi-Fi et du cuivre. Non, pas de la Wi-Fi, mais de l'ADSL et des réseaux cuivrés au profit de la fibre optique, parce que la France est extrêmement bien équipée. Mais ça, effectivement, c'est ce qui sous-tend le fonctionnement des médias, parce que ça apporte de la bande passante partout, dans tous les recoins de France. Il y a encore quelques zones blanches, naturellement, mais il y a un formidable travail qui a été fait qui permet cette révolution digitale.
Quand je vous dis que les ad serveurs arrivent sur le marché de la télévision, un ad server, c'est quoi? C'est une technologie qui permet d'assurer la diffusion du message publicitaire. Ces outils-là arrivent à la télévision, c'est-à-dire qu'on va voir de la publicité diffusée à la volée. Ça procède d'un certain nombre de choses. Il y a eu aussi, août 2021, une loi qui a été passée qui permet le décrochage publicitaire. Avant, ça n'était autorisé que pour France 3 et il y avait quelques écrans avec des annonceurs locaux. Ce décrochage publicitaire a été autorisé pour tout le monde depuis 4 ans. Le SNPTV, qui est le syndicat national de la publicité télévisée, a pris ce cheval de bataille, fonde de grands espoirs sur le marché de la publicité adressée. La publicité adressée, c'est quoi? À la date T, en regardant un live, tu peux, toi, Laurent, voir un spot publicité qui t'est diffusé dans un coupure pub en live et observer que ton voisin de palier ne voit pas le même écran alors qu'il regarde le même programme. Parce que son opérateur téléphonique sait que lui, il a 3 enfants et tu n'en as pas, tu as un chien, il n'en a pas. Donc, les opérateurs téléphoniques disposent d'un certain nombre d'informations. C'est enfin ce dont on a toujours rêvé. Je sais que, tiens, c'est peut-être pas la peine d'envoyer, je vais faire dans le cliché, une publicité pour un match de foot. Si on sait qu'on est supporter du Toulouse Football Club comme moi, je me contrefiche de savoir que le PSG va jouer contre telle ou telle équipe. Bon, j'exagère volontairement, tout ça. Mais c'est ça que je trouve particulièrement intéressant, c'est que la technologie permet enfin d'avoir un ciblage ultra précis. Ultra individualisé, ouais. Et il n'y a rien de tel. Est-ce que c'est pas vertueux, ça, d'ailleurs? Parce que c'est moins de gaspillage publicitaire et d'une certaine façon, c'est assez vertueux. Mais c'est carrément vertueux parce que justement, ça va aussi doper la créativité des agences. Bien sûr. Créatives, si je puis dire, bref, les agences de communication, tout simplement, et de publicité. Et puis surtout, ça va éviter de saouler les gens avec des pubs dont ils sont inutiles. Eh ben voilà, merci. Donc, au final, les anti-publicités devraient remercier cette technologie qui permet de cibler. Et puis, il n'y a pas à dire, mais c'est quand même toujours très agréable. Tu vois, si tu vois une pub pour je ne sais quoi, ok, c'est que ça te plaît, tu veux l'acheter. Exactement. Voilà. De cibler et donc indirectement, même directement, d'éviter le gaspillage publicitaire. Est-ce que c'est pas ça qu'on recherche tous? Ah mais on est tout à fait d'accord et les publiphobes vont pouvoir au moins se taire. Écoute, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu vois, ça permet à la télévision, par exemple, d'opérer maintenant un ciblage géographique. Ce qui était avant l'apanage de la publicité extérieure ou de la radio dans une certaine mesure. Et ben c'est la faculté, par exemple, pour une enseigne du bricolage, de dire moi j'ai pas de magasin à Grenoble, donc si je délivre 35 000 contacts à Grenoble, c'est du gaspillage. Et donc la télévision a la faculté d'opérer ce ciblage-là. Donc finalement, ce bon vieux média qu'est la télévision, quand est-ce qu'elle est apparue, la télé? C'est quoi? C'est début du 20e? 1930 Oui, la technologie début du 20e, puis ça a été adopté juste après-guerre. Après-guerre, c'est ça. 50, voilà. Ouais, c'est les années 50, exactement. Donc, quelque part, cette bonne vieille télévision est en train de se réinventer réellement. Elle s'est réellement digitalisée il y a fort peu. Ouais. Elle est en train de le faire, en fait. C'est ça qui est passionnant. Et justement, dans les métiers de conseil comme chez toi, Adchemix, parce que tu as été beaucoup trop humble, tu n'as même pas présenté ta société, ta maison, qui a 1 an, ton bébé qui a 1 an, s'il te plaît. Alors, Adchemix en 2 mots. Adchemix, c'est un cabinet de conseil en management et en stratégie qui a un ADN qui est effectivement la digitalisation du marché de la télévision. Adchemix accompagne des technologies de diffusion publicitaire dans la télévision. Voilà, si j'ai en 2 mots ce que fait ma structure. Ce qu'on observe également, c'est que l'écran de télévision embarque de plus en plus de soft, de logiciels. Dans tous les écrans de télévision qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce, il y a un OS, un operating system. La plupart du temps, c'est un OS qui est développé autour de Chromecast, qui est, on va dire, c'est le base développée par Google, mais pas que. Donc, il y a plus en plus de logiciels embarqués dans nos télévisions et nous ne le savons pas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le fabricant de l'écran de télé devient également acteur potentiel de la diffusion publicitaire. Et aujourd'hui, on va voir apparaître des formats, et c'est vrai qu'Adchemix est un peu aux premières loges pour voir apparaître ce phénomène, on va voir apparaître une forme de publicité qui sera diffusée sur l'écran de la télévision, mais qui sera plus diffusée dans le programme. Aujourd'hui, l'écran de télévision, enfin techniquement, c'est la même chose qu'un ordinateur, parce qu'il y a un OS, voilà, il y a des pixels, et puis c'est connecté à Internet. Donc la différence est vraiment extrêmement ténue. On va voir arriver des publicités, on l'en voit déjà, ce qu'on appelle en L-shape, en forme de L, la fameuse L-banner, qui met le programme dans un coin, qui cornerise le programme, et qui, sur cette bannière en forme de L, permet de diffuser un certain nombre de choses. Ça va permettre de gamifier les programmes
et ou la publicité. On va y voir apparaître des QR codes, on va y voir apparaître des champs pour saisir le numéro de ton mobile si tu veux essayer en concession le véhicule qui fait l'objet de la publicité. C'est une technologie qui est pas si nouvelle que ça parce que déjà certaines chaînes de télé faisaient ce qu'on appelle de l'incrustation. Et l'incrustation, c'était plus que du télétexte, hein. C'est devenu très très sophistiqué. C'est par exemple France Télévisions qui, pendant les matchs de Roland-Garros, tu sais, il y a un changement de terrain. Et l'annonceur, alors je ne sais plus si c'est Longines ou Rolex ou Breitling pour citer 3 marques, sponsorise cet affichage-là et on voit apparaître un certain nombre de statistiques, le nombre d'ACE, le nombre de deuxième service, etc., etc. Et puis le score du match. Ça, c'est vachement intéressant parce que c'est hyper interactif, on est vraiment dans l'immédiateté, ça n'interrompt pas le programme. Donc c'est pas du tout comme un écran publicitaire, mais potentiellement, tu vois, ça fait la promotion de la marque de montre qui est précisément sponsor du tournoi. Mais tu imagines le nombre de débouchés qu'il y a là-dessus, c'est infini. On sera toujours à se battre contre les pubiphobes. Ça a toujours existé. Regarde, depuis les années 60, voilà, ça y va. La pub, c'était la consommation. Enfin, je rappelle, comme tu le disais très justement, que un pays sans pub, c'est tout simplement la Corée du Nord. La Corée du Nord. Voilà, où c'était l'ex-URSS. Hein, donc, on va se calmer aussi. La liberté, passe aussi par ça. Mais justement, c'est l'occasion aussi d'être beaucoup plus intelligent dans la publicité, de mieux cibler, donc de moins ennuyer les gens, y compris des pubiphobes, y compris des gens comme nous qui adorons la bonne pub, parce qu'il y en a des merdes, mais il faut bien le reconnaître que c'est ça qui va sauver finalement notre beau métier, qui va lui redonner ses lettres de noblesse. Et par un vieux média qui est la télé, qui se réinvente enfin, les L-shapes, donc la forme de L. Vous verrez ça, c'est extrêmement intéressant. Comme tu le disais très justement pendant Roland-Garros, bon, on n'y est pas de suite, hein. Là on est en plein hiver, mais c'est vrai qu'il y a toutes ces informations qui arrivent, toutes ces communications qui arrivent. Au final, j'ai pas l'impression que ce soit si intrusif que ça. C'est moins chiant que la publicité qui te tombe sur le coin de la figure sur YouTube et qui est mal ciblée. Absolument. Et puis surtout, ce sont des systèmes qui vont requérir ton consentement préalable. Le fabricant de téléviseurs Panasonic qui accueille le cas échéant cette technologie, il va te demander si tu es d'accord pour avoir des messages plus ciblés ou pas. Puis ça va devenir serviciel, puis ça va permettre à un certain... Imaginons une publicité pour n'importe quoi, pour une marque de pizza que tu peux te faire livrer sans bouger de ton canapé, simplement en prenant ta télécommande. C'est quand même vachement intéressant de voir cet apport de service s'insérer dans la consommédia, dans ma consommation du média, sans nécessairement être intrusif, mais justement en la rendant encore plus ergonomique. C'est ça qui est intéressant. Et puis, tout est question de mesure. C'est-à-dire qu'en fait, ce que le public n'aime pas, ce sont les excès. Et donc, je pense que c'est à la communauté publicitaire de faire attention à éviter d'être trop intrusif quand le risque d'intrusivité se présente. C'est de l'autodiscipline. Mais tu sais, le métier de publicitaire, c'est le métier le plus réglementé. Et c'est l'un des rares métiers, j'en ai pas vu beaucoup dans d'autres industries, qui s'autodisciplinent. Je trouve ça très vertueux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas légiférer non plus, mais à trop légiférer, on tue un peu l'initiative et puis on perd des points de croissance, peut-être pas, mais des décimales en tout cas. Donc, pas non plus trop légiférer. Ça, c'est un point de vue très personnel. Je reviens à ton entreprise, Alchemix. Avec qui est-ce qu'elle travaille ? C'est qui ton client idéal ? Avec qui travailles-tu depuis un an ? Alors, depuis un an, j'accompagne 3 sociétés qui développent de la technologie publicitaire, qui ne sont pas concurrentes entre elles. Je pense à une société qui fait notamment, qui est une brique servicielle, qui est ce qu'on appelle un proxy, comme un serveur, qui s'assure que la diffusion de la publicité adressée, le cas dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ad stitching, c'est la substitution en temps réel d'un écran publicitaire, pas d'un spot publicitaire par un autre, alternatif. Donc c'est une société qui assure le bon fonctionnement de la fourniture du contenu publicitaire au bon moment à la date T. Bon, ça, c'est une technologie française qui est développée dans l'Essonne. Je ne sais pas si je peux en parler. Vas-y, elle s'appelle AdBeehive. C'est l'affiliate d'un petit laboratoire. AdBeehive est développée par une société qui s'appelle LeDev. Donc, il y a ça, ce sont des partenaires que je développe sur le marché français. Il y a une société américaine qui est assez connue du microcosme publicitaire français qui s'appelle Samba TV. Samba TV, c'est un petit morceau de logiciel qui est embarqué dans l'OS de la télé et qui permet, opt-in encore, si le téléspectateur en est d'accord, d'assurer une capture de l'image très régulièrement et par ACR de matcher avec le live. Je m'explique, parce que tout ça est très jargonneux. ACR, c'est Automated Content Recognition. Donc par un système de reconnaissance d'image, ce petit soft embarqué sur la télé est capable de reconnaître
ce que je regarde précisément, et donc permet aux broadcasters, donc aux éditeurs de contenu audiovisuel, de reconstituer leur audience quasiment en temps réel. Alors le terme d'audience est un peu usurpé parce que Médiamétrie, ils auraient raison, me taperaient sur les doigts, mais de reconstituer, on va dire, un trafic. Donc c'est un acteur, cet acteur-là, c'est un acteur de ce que j'appelle moi le TV Analytics, c'est-à-dire la faculté d'observer en temps réel mon trafic sur ma chaîne. Il y a une troisième technologie qui est une technologie turque qui s'appelle TV Extra, qui elle est embarquée dans le signal du broadcaster et qui permet effectivement de diffuser des publicités en forme de L, ces fameux L-shape. Bon, il y en a d'autres, mais tu vois, en fait, c'est un écosystème qui est en pleine évolution. Je pense à un jeune, alors j'ai très envie de le citer parce que c'est un garçon qui, dans l'ombre, développe depuis 3 ans une appli qui s'appelle Canap TV, qui est un peu le réseau social de la télévision et qui permet en temps réel d'avoir une appréciation du contenu que tu es susceptible de choisir sur le catalogue de Netflix ou sur le catalogue de Amazon. Bon, mais c'est passionnant parce que ce marché est en pleine ébullition. Alors, merci beaucoup parce que je crois qu'il faut que nos auditrices et auditeurs comprennent bien la chose suivante. On aura toujours besoin de publicité, ça je crois qu'on va pas revenir dessus. Je n'ai aucune envie de vivre dans un pays communiste ou dans une dictature plus exactement. 2, je crois que la télé se réinvente, tu viens de nous le prouver, justement des cabinets de conseil comme AdChemix que tu as fondé il y a un petit peu plus d'1 an sont justement là pour faire avancer les choses, pour conseiller ces éditeurs, ces broadcasters, c'est-à-dire les gens qui produisent des contenus audiovisuels comme tu l'as dit très justement, pour faire en sorte de pouvoir faire mouche. Tout à fait. Faire mouche, ça veut pas dire être relou et envoyer des tonnes et des tonnes de messages, c'est justement tout l'inverse. C'est viser juste plutôt que ratisser large. Et Dieu sait si ratisser large, c'est exactement ce qui agace tout le monde, que ce soit en publicité digitale ou sur les médias classiques. Donc, c'est justement ça l'avenir. Et Damien, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour l'avenir ? Il faut souhaiter tout simplement des partenaires qui prennent un peu de risque et qui aient envie d'expérimenter avec nous. Avec AdChemix, on est très partisans du test and learn. Et je pense qu'il faut essayer. Il faut tester toutes les technos, a fortiori celles qui sont concurrentes entre elles, parce qu'il ne faut pas perdre de temps non plus. La publicité digitale arrive en télévision. Bien faite, ça peut être, comme tu le disais, la bonne pub à la bonne personne au bon moment. Et ça, c'est extraordinaire. Quand on a un souvenir publicitaire d'une telle coïncidence entre mes besoins et le contenu publicitaire que je vois, mais c'est génial. C'est ça la pub qui marque. C'est ça la pub qui est acceptée, en fait. Mais ce qu'on aime dans la pub, c'est quand elle est bonne. Exactement. Et si elle tombe en plus pile poil au bon moment, bah alors là c'est bingo. Et alors je pense que les marques, tu citais les L'Oréal, des Kellogg's, des Coca-Cola, bref, on peut en citer des tonnes et des tonnes dans quelques secteurs que ce soit, devraient justement investir ce champ. Parce que au travers de leurs conseils médias, évidemment, mais aussi peut-être avec des gens chez eux qui pilotent toutes ces choses-là. Et c'est vrai que je pense à eux en ce sens que, ben oui, l'espace publicitaire, où qu'il soit, coûte quand même extrêmement cher. Ouais, tout à fait. C'est la grande partie du budget. Donc on le rappelle. Mais écoute, merci à toi Damien. C'était absolument passionnant. Alors c'est un sujet tech, mais un sujet média, un peu télé, beaucoup médias, achat d'espace. Et ben il fallait qu'il y en ait un qui commence. C'était toi. Oui, mais c'est un sujet tech. Mais tu sais, moi je suis pas ingénieur. Mais justement. Mais la tech est passionnante. Ce qui est passionnant dans la tech, c'est de comprendre à quoi elle sert en fait, tout simplement. Moi, j'ai jamais développé une ligne de code, mais j'adore accompagner les profanes par la main et leur expliquer de quoi ils retournent en fait. C'est ça c'est ça qui me fait vibrer. Démystifier. Je suis là pour démystifier. Eh ben alors écoute, tu l'as très très bien démystifié et comprenez bien que la tech, elle est partout. L'intelligence artificielle, on en a pas parlé parce que j'avais pas spécialement envie d'en rajouter là-dessus parce que aujourd'hui, tu sais, tout est à l'intelligence artificielle. Tu achètes une table, elle a été faite avec de l'IA. Hein. Ouais. Alors, Mais c'est pas faux non plus. Bon, enfin bref, on va pas ouvrir la boîte de Pandore. C'est pas faux, mais bon, voilà, mais c'est pas la peine de rajouter IA partout, c'est un peu pénible. Mais en tout cas, il y a évidemment de l'intelligence artificielle qui va venir booster toute cette data, toute cette donnée qui est absolument fondamentale. Et je le répète encore une fois, tu l'as dit très justement, tu démystifies, mais et comme moi, la tech doit servir à quelque chose. Si c'est juste pour s'amuser entre techos et avoir développé telle ou telle ligne de code totalement inutile pour le reste du monde, eh bien je suis désolé, mais ça s'appelle un club de gentlemen ou pas. Merci à toi Damien, c'était passionnant. Merci Laurent.
Alors, chères auditrices, chers auditeurs, vous avez appris des choses aujourd'hui. Ça, c'est une évidence, j'en suis intimement convaincu. Donc, ce que vous faites, vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, vous vous abonnez au décodeur de la communication, le meilleur podcast sur la communication. Tu remarqueras, Damien, ma légendaire modestie. Tout à fait. Et trêve de plaisanterie. Encore une fois, je te dis bravo et merci, Damien, d'avoir éclairé nos lanternes. Merci Laurent, merci pour ton accueil. Ciao, ciao.